Comme chaque été depuis une dizaine d'années maintenant, le PSG nous a sorti sa fameuse rengaine habituelle de nouveaux cycles. Fini les faveurs, fini les stars, place au charbon et au mérite de joueurs qui vont devoir permettre au club parisien de relever la tête une bonne fois pour toutes. Une déclaration qui ne laissait rien présager. Comme d'habitude, le service communication et marketing du PSG était privilégié aux résultats. Avec le trio Neymar, Messi, Mbappé, le club avait pu ouvrir une boutique en plein centre de New York. Et cette réussite sur le plan financier était suffisante en interne pour cacher l'écart grandissant entre les top clubs européens et le PSG. Tout ça, la direction le sait, et certains signes ne trompent pas pour montrer clairement que cette formule n'est pas viable sur le plan sportif, tout comme le plan économique. Les premiers changements étaient prévisibles avec le départ de Messi, qui n'aura pas eu le droit à un dernier contrat en or massif de Nasser. Depuis son arrivée, si statistiquement son impact était clairement indispensable, si son union avec Mbappé a permis pendant un temps de cacher les faiblesses tactiques du dernier coach, toujours sous emballage que Nasser s'était offert, ses sorties médiatiques et son application assez inexistante en dehors des pubs pour Nivea auront fini par agacer en interne. Lui ne se plaisait pas dans la ville, son quotidien catalan tranquille n'était pas compatible avec la vie mouvementée parisienne, et un départ permettait à chaque partie de ressentir gagnant. Ce passage restera dans l'histoire, dans une petite astérique en mode anecdote de fin de soirée dans 40 ans, mais ce n'est pas le succès attendu, en tout cas sur le plan sportif. Cet échec a sûrement été un déclic en interne, puisque malheureusement pour lui, il devra se contenter de choisir entre un chèque sans montant d'Arabie Saoudite ou un projet intéressant en MLS. Le PSG ferme la porte à une prolongation, et dès son départ, la direction du club se retournera pour construire les nouveaux plans du club. Si j'ai dit précédemment que d'habitude la parole n'est jamais corrélée avec les actes à Paris, pour une fois, ce fut le cas. Fini le projet court terme, les privilèges que ce soit sportifs ou extrasportifs, place à un projet mené par un top coach en activité et à un remaniement de l'effectif pour correspondre à ses idées. Depuis des années, les Parisiens s'étaient éloignés de ce qui avait fait leur succès. Un football de possession qui détruit les espoirs des adversaires et permet de rouler sur tout le monde. Des joueurs exceptionnels comme Mota, Silva, Zlatan, Pastore et autres grands joueurs qui ont marqué l'ère qatari, que ce soit en Europe, mais surtout en Ligue 1. Cette équipe du PSG faisait peur, c'était les grands méchants venus pour tabasser ton équipe préférée. À chaque match, tu pouvais sortir des actions collectives ou des gestes de grande classe qui ont marqué cette époque et qui ont permis au club de s'imposer comme un leader incontesté, avant que le projet ne parte en vrille, quand cette même équipe a commencé à vieillir. C'est un avis personnel, mais ce nouveau PSG a l'air de vouloir se rapprocher de cette époque, plus que celle qui a suivi, avec des stars qui volent la vedette à l'équipe. Ils sont plus gros que le club et qui ne font pas partie d'un projet collectif plus grand qu'eux. Pour le banc, c'est Luis Enrique qui est choisi et lui colle parfaitement à ce football de possession. Peut-être même un peu trop, mais avec son passage à la tête de l'Espagne, il a pu voir les problèmes de son style de jeu. Un style qu'il doit implanter dans un effectif qui est rempli de joueurs pas au niveau, de pré-retraités qui se la coulent douce, de joueurs physiquement pas au niveau, fragiles, et de quelques talents mal exploités par des coachs qui n'ont jamais vraiment pu s'imposer, que ce soit eux-mêmes ou leurs idées. Cette phrase était vraiment bizarre. Cette fois c'est clair, le capitaine du navire c'est le coach, et très vite il pose sa patte sur l'effectif. Neymar, blessé depuis 2019, est envoyé pour un chèque sorti nulle part en Arabie Saoudite, Verratti au Qatar, Draxler, Paredes, Wijnaldum, Icardi, Diallo, Bernat, Sanchez sont exfiltrés par tous les moyens pour vider l'effectif, et tous ces changements font polémique autant qu'ils font plaisir. Neymar et Verratti auraient pu apporter quelque chose, mais en les vendant, tu montres que les choses sont différentes. Tu sors deux joueurs sur la trentaine qui étaient clairement sur le déclin physique, et tu fais de la place à une nouvelle génération. Si beaucoup ont fantasmé sur un espèce de projet Grand Paris, bien maffé, bien tièbe, le PSG change vraiment de politique sportive, cherchant plutôt des talents à faire grandir que des joueurs confirmés. Sur les 15 recrues de ce nouveau PSG, aucune ne dépasse les 29 ans, et seulement 3 dépassent les 26 ans. La marque d'un changement qui avait un peu pris place l'année d'avant, avec les Ekitike, Vitinha et autres recrues de l'été 2022. La différence cette fois-ci, c'est qu'avec les nombreux départs de l'ancienne garde, cette jeunesse ne vient pas pour se retrouver sur le banc, mais pour avoir un impact immédiat dans un club visant toujours à jouer les premiers rôles en Europe. Un changement drastique qui effraie certains observateurs, et à raison. Pour se renforcer, les joueurs qui intègrent l'effectif sont choisis par Luis Campos, qui fait en sorte de toujours avoir bizarrement un certain relais supplémentaire avant d'aller chercher un joueur plutôt qu'un autre. Un mercato bizarre qui allie jeunesse prometteuse de grands talents et quelques paris qui pourraient être bien sentis. Mais pour une fois, tout semble être lié à un plan concocté par la direction et Luis Enrique. Bon, ça c'était la partie obligatoire parce que je t'avais pas fait de vidéo sur Paris depuis très longtemps. Maintenant, que faut-il penser de ce virage après des mois de compétition ? Le PSG de Luis Enrique est difficile à juger. Si on regarde simplement les résultats, tout est en ordre. Le PSG est premier du championnat, qualifié en poule de LDC pour un 8e contre la Real Sociedad, qualifié en Coupe de France contrairement à l'OM, mais pour autant, sur le terrain et en dehors, quelque chose cloche. Tu sens que la transition n'en est qu'à ses débuts, et cela impacte grandement l'équipe en match. Pour mettre en place son jeu de possession, Enrique a besoin de certains joueurs capables d'accélérer les rythmes, il a besoin de joueurs capables de contre-presser intelligemment, d'imposer leur tempo grâce à leur technique, des centraux capables de gérer la relance et de jouer sous pression, et tu sens que tout n'est pas encore parfait.
L'équipe a plusieurs points faibles, comme le milieu qui a parfois trop peur de tenter des choses, l'attaque n'est pas non plus au mieux puisque les recrues ont eu du mal à s'installer, et en défense, outre les blessures, tu sens que la sérénité n'est pas le maître mot les concernant. Pourtant ça fonctionne. L'équipe marche sur tout le monde en Ligue 1, sort première de sa phase de poule avec un peu de chance évidemment, et c'est ce paradoxe qui est particulièrement préjudiciable pour le PSG. Quand tu commences un nouveau projet dans le football, souvent l'indulgence est de mise. On est plus gentil, on attend moins de ton équipe parce qu'on sait que ce n'est pas la version optimale, et Paris a clairement pu construire ses premiers mois grâce à ce sentiment. Mais le problème c'est que quand tu investis 450 millions pour reconstruire ton effectif, quand tu fais le forcing pour avoir absolument certains joueurs comme Barcola, la pression, d'origine plutôt basse, monte clairement d'un cran. C'est cette pression en partie qui fait qu'aujourd'hui ton équipe n'est toujours pas un produit fini. Tu as mis 200 millions sur 2 joueurs qui jouent au même poste, 2 attaquants qui ne se ressemblent pas et qui vont devoir trouver la force mentale de passer au-dessus de leur prix de transfert, au-dessus de la pression, des critiques, du système qui ne leur correspond peut-être pas, du manque de lien au milieu qui ralentit les actions, tout ça en sachant que leur concurrence signifie qu'ils ne seront jamais capables de s'imposer totalement, puisque les deux, je le rappelle, jouent au même poste. Le PSG a changé de stratégie oui, mais tout n'est pas cohérent. Et cela fait que malgré les 500 millions investis sur 2 mercatos, ton équipe n'est toujours pas complète. C'est là pour moi le problème puisque si l'on voit le projet sur son ensemble, l'année 1 est plutôt bonne. Mais en tant que saison solo, ce n'est pas ce que les investissements massifs laissaient présager. Perso, c'est un débat que j'entends, surtout dans un club comme le PSG où tout le monde a toujours voulu griller les étapes et où le fair play financier ne semble pas pouvoir trouver de faille. D'un point de vue externe, ce système économique est vraiment bizarre. Certaines décisions du fair play financier sont très discutables, mais bon, ce n'est pas vraiment le sujet. Le Paris Saint-Germain est en train de se reconstruire. Aujourd'hui, tu es pour moi clairement meilleur que l'an dernier. Ce 8ème face à un club en crise depuis quelques matchs sera parfait pour appuyer la réussite, puisque si tu passes ce test, si tu passes ce tour, tu auras de toute manière fait mieux que les années précédentes. Je dois avouer que j'ai hâte de voir si cette saison va tenir sur la durée, si la fin de saison ne sera pas un peu ratée, comme toutes les fins d'année précédentes, et si surtout de la continuité et des renforts seront offerts à un coach qui semble le mériter. J'en ai peu parlé, mais Luis Enrique en tant que coach est déjà une réussite. Il apporte une sérénité à l'approche des grandes échéances, une maîtrise de son sujet, et surtout, il n'hésite pas à rentrer dans certaines batailles, comme contre les journalistes, lorsqu'il le pense nécessaire. Il fait évidemment des erreurs, mais personnellement, je trouve que la balance est plutôt équitable, et même positive. Sa patte est clairement visible sur ce PSG version 2024. Récemment contre Lille, on a sûrement vu une des meilleures versions de son équipe, et ça me permet d'évoquer la dernière partie de cette vidéo. Si les débuts n'étaient pas si prometteurs que ça, depuis quelques mois on a vu comment ces joueurs allaient pouvoir s'imbriquer dans un collectif qui monte en puissance. Donnarumma n'est pas le gardien avec le meilleur jeu au pied, il limite un peu la construction et peut parfois faire transpirer ses coéquipiers par la lenteur de ses décisions. Mais il reste un top gardien, capable d'arrêts fabuleux. En défense, tu t'es malheureusement trompé en prenant un Skriniar pas au niveau attendu, incapable de couvrir sa zone et surtout physiquement diminué depuis sa grosse blessure. Ce qui laisse l'excellent Lucas Hernandez et un Marquinhos, toujours pas prêt mentalement, en seule solution potable en défense. Au milieu, tu as compté sur un Ugarte très actif, capable de donner le ton concernant le pressing ou même de trouver certaines passes intéressantes dans la construction. Je pense notamment à un but d'Asensio où il est particulièrement intelligent. Et il va avoir beaucoup de travail pour sortir du trou dans lequel ses pépins physiques l'ont mis. À ses côtés, tu retrouves un Vitinha qui par moment prend le jeu à son compte. Il est le relais, celui qui cherche le plus le ballon, et c'est un complément intéressant, mais pas le profil de créateur idéal pour s'associer à Warren Zaïre-Emery. Véritable révélation lors du début de saison parisien, le jeune Titi nous a ressorti le manuel que Claudio Gomez et surtout Tanguy Kouassi nous avaient sorti lors de leur début. Étalant sa palette assez complète dans un milieu parfois fade et sans idée. Devant, tu retrouves Mbappé en pointe, un choix évident puisque les deux concurrents à 200 millions n'ont pas encore réussi à lancer leur saison. Et surtout, c'est la solution la plus efficace qu'a trouvé Luis Enrique pour exploiter son joker, son atout principal. Sur les côtés, tu retrouves Barcola qui, comme je le disais, a eu du mal à digérer son transfert, son changement d'environnement, son positionnement et les demandes particulières du coach. Tout est différent à son aventure lyonnaise. Tout est plus difficile pour lui et au final, il a mis moins de temps que ce que je pensais pour s'habituer et reprendre sa progression affolante. Il est un détonateur, un homme qui crée le déséquilibre, le danger, le fameux fixe bousille centre de mon ami Twitos Ismo Scouting. Ses centres en retrait sont une arme létale et sent que tout est fait pour le protéger, pour lui permettre de grandir aux côtés de grands joueurs afin d'en devenir un de soi-même. Reste donc Hakimi, qui après avoir joué piston offensif, qui déboule avec Sancho, piston complet qui doit centrer pour Lukaku et défendre sur son ailier, il est aujourd'hui un latéral capable de rentrer dans l'axe pour combiner avec le leader offensif de cette équipe, Ousmane Dembélé. Qui aurait pu prédire que Dembélé serait ce qu'il est aujourd'hui? Qui? Pour beaucoup, ses blessures, sa nonchalance et ses défauts allaient l'empêcher de montrer qu'il était l'homme de la situation. Et son manque de stats pourrait leur donner raison. Mais heureusement que des grands hommes de notre planète mettent des liens pour regarder les matchs sur Twitter pour qu'on aperçoive le talent d'Ousmane. Seule véritable menace constante de cette équipe, il est la clé du jeu parisien. Tout passe par lui. Tout lui réussit presque, puisque son petit but montre bien que devant les cages, il reste toujours sans réponse. Que ce soit par le dribble, la passe ou par la course, il est un danger qui chamboule l'équilibre adverse. Et une bouffée d'air frais dans un couloir vide
timide depuis le départ de Di Maria. Hakimi doit tellement être content que Messi soit parti, puisqu'il forme un duo vraiment intéressant avec son aîné. Et c'est grâce à ce duo et à l'efficacité d'Mbappé que malgré cette période compliquée, le PSG est là où il en est, c'est-à-dire à sa place. Pour l'instant, malgré tous les problèmes, le projet se passe bien. L'équipe monte en puissance, sans que certains problèmes sont difficiles à résoudre pour Enrique, l'effectif n'est pas totalement complet, certains choix d'hommes par Jorge Mendes, Luis Campos, n'est pas optimal, mais c'est suffisant pour la première année d'un projet. Les attentes sont hautes, comme je l'ai dit, mais quand tu regardes les résultats de l'année précédente, c'est déjà une réussite. Surtout si tu passes ce tour de LDC contre une Real affaiblie et en crise offensive. Un match qui aurait pu être intéressant, mais qui au vu des blessures, de la présence de Sadik et de la possible absence de Lenormand, perd tout son intérêt pour un observateur externe. Tout n'est évidemment pas parfait, mais tu sens qu'entre ce qui se passe sur le terrain, entre ce qui se passe dans l'extrait sportif, on est clairement en train d'assister à une transformation du PSG. Et c'est un sujet très intéressant je trouve. Bref, c'était ma vidéo sur le PSG. J'ai une seconde partie en tête bien plus intéressante et plus centrée sur Mbappé, qui je pense sortira si je vois que dans les commentaires vous la voulez. Donc bombardez de commentaires sous la vidéo. Et on se retrouvera d'ici peu pour parler de ce gros dossier bien embêtant, et bien complet surtout. Parce qu'il y en a des choses à dire, franchement, wouah.